Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau cours d'histoire. Aujourd'hui, accrochez-vous bien, on part pour un voyage dans le temps assez exceptionnel. Direction la péninsule arabique, au 7e siècle. C'est là-bas, en plein désert, qu'une toute nouvelle civilisation va voir le jour et croyez-moi, elle va complètement changer la face du monde. Et tout ça autour d'une nouvelle religion monothéiste, l'islam. Alors, à quoi elle ressemblait, cette nouvelle civilisation? Quels étaient ses secrets, ses points forts? C'est la grande question à laquelle on va tenter de répondre ensemble aujourd'hui. On va se transformer en détective de l'histoire pour mener l'enquête. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Première étape de notre enquête, il faut planter le décor. Imaginez, d'immenses déserts de sable, des caravanes de chameaux chargés de marchandises qui traversent le pays, et des tribus qui vivent autour de points d'eau, les oasis. C'est dans cet univers, la péninsule arabique, que tout va démarrer. Bon, pour s'y retrouver dans le temps, il faut retenir 3 dates. Juste 3, mais elles sont hyper importantes. 622, c'est le grand départ, le début du calendrier musulman. À peine 10 ans plus tard, en 632, à la mort du prophète, la religion s'est déjà répandue dans presque toute l'Arabie. Et en 750, on a carrément un immense empire. Tout ça s'est fait à une vitesse folle. Alors là, attention, petit point vocabulaire, mais c'est crucial pour ne pas tout mélanger. Quand on écrit islam avec un i minuscule, on parle de la religion, des croyances. Et quand on met un i majuscule, islam, on parle de la civilisation. L'empire, les villes, la culture, la science. C'est un peu comme la différence qu'on faisait pour le Moyen-Âge entre le christianisme, la religion, et la chrétienté, la civilisation. C'est bon pour vous? Parfait, on avance. Comme le judaïsme et le christianisme, l'islam est ce qu'on appelle une religion du livre. Et ce livre sacré, c'est le Coran. Pour les musulmans, il contient la parole même de Dieu qui aurait été transmise directement au prophète Mahomet. C'est vraiment la base, le guide de leur foi. Bon, après la mort de Mahomet, une question se pose. Qui va diriger la communauté? Eh bien, c'est le calife. Le calife, c'est le successeur. Et attention, il a tous les pouvoirs. Il est le chef religieux, le chef politique et le chef des armées. C'est un peu un pape et un empereur en même temps. Et vous vous doutez bien que ses successeurs vont se lancer à la conquête de nouveaux territoires. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, il est temps de faire un zoom sur le personnage central, celui sans qui rien ne serait arrivé. Pour comprendre l'islam, il faut d'abord connaître l'histoire de son prophète, Mahomet. Alors, selon la tradition musulmane, l'histoire commence vers l'an 611. Mahomet est un marchand de la ville de la Mecque. Et un jour, alors qu'il médite dans une grotte, il entend une voix. C'est l'ange Gabriel qui lui transmet un message de la part de Dieu, Allah en arabe. Sa mission, c'est celle que vous voyez à l'écran. Il doit devenir le messager de Dieu sur terre. Évidemment, ce nouveau message ne plaît pas à tout le monde à la Mecque. Il est menacé et en 622, il est obligé de fuir avec ses premiers disciples. Il part pour une autre ville, Médine. Ce départ, ce n'est pas un simple voyage, c'est l'hégire. Un événement tellement important que c'est devenu l'an 1 du calendrier musulman. C'est à Médine qu'il va vraiment fonder la première communauté de croyants. Pour un croyant, la foi musulmane repose sur 5 obligations principales. On les appelle les 5 piliers, un peu comme les fondations d'une maison. Vous les avez ici, il y a la profession de foi, la prière qu'il faut faire 5 fois par jour en se tournant vers la Mecque, l'aumône pour les pauvres, le jeûne pendant le mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque que chaque musulman doit essayer de faire au moins une fois dans sa vie. Bien, on a vu le prophète, les débuts de la religion, on avance un peu dans le temps et on va voir comment cet empire s'organise. Et pour ça, je vous emmène visiter sa capitale, une ville incroyable, sortie du désert, qui va devenir le centre du monde de l'époque, Bagdad. Fondée en 762, Bagdad, ce n'est pas n'importe quelle ville. En très peu de temps, elle devient la plus grande ville du monde. On parle de près d'1 million d'habitants. Pour vous donner une idée, à la même époque, Paris, c'est peut-être 25 000 habitants, c'est 40 fois moins. C'est juste énorme. On l'appelait le nombril du monde et on comprend pourquoi. Mais alors, qu'est-ce qui rendait Bagdad si spécial? En fait, c'était une ville tout en un. C'était la capitale politique, avec le palais du calife, c'était le centre religieux, avec son immense mosquée, c'était un carrefour commercial de dingue, avec ses marchés, les souks, où on trouvait des épices d'Inde et de la soie de Chine, et surtout, c'était un pôle culturel et scientifique exceptionnel, plein de bibliothèques et de savants. Malheureusement, cette période incroyable, cet âge d'or, va connaître une fin terrible. En 1258, une armée redoutable, venue d'Asie, les Mongols, arrive et déferle sur Bagdad. Ils pillent la ville, ils la brûlent, ils la détruisent.
Pour tout le monde musulman, c'est un choc immense, la fin d'une époque. On a vu ce nouvel empire de l'intérieur, maintenant voyons comment il interagit avec son grand voisin, l'Europe chrétienne. Et là, attention aux idées toutes faites. On imagine souvent que de la guerre, de la rivalité, mais en réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe et intéressant que ça. Alors oui, bien sûr, il y a eu des guerres, des conflits très violents. L'exemple le plus connu, ce sont les croisades, des expéditions militaires lancées par les chrétiens pour tenter de reprendre Jérusalem. Mais ce n'est pas que ça. Il y avait aussi des règles pour vivre ensemble, comme le pacte de la Dîma, qui permettait aux chrétiens et aux juifs de pratiquer leur religion en échange d'un impôt. Et le commerce, lui, n'a presque jamais cessé entre les deux mondes. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Au-delà de la guerre, il y avait plein d'autres contacts. Regardez-moi ça. Le calife de Bagdad a envoyé un éléphant en cadeau à Charlemagne. Vous imaginez la tête des gens à l'époque? Les savants arabes ont traduit tous les grands textes des philosophes grecs, ils ont fait des progrès énormes en maths, et on a même des images de chrétiens et de musulmans jouant tranquillement aux échecs. La guerre, ce n'était vraiment qu'une partie de l'histoire. Bon, notre enquête touche à sa fin. C'est le moment de faire le point, de tout rassembler. Concrètement, si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut absolument avoir en tête après tout ce qu'on vient de voir? Allez, voilà votre petite fiche mémo, le kit de survie pour le contrôle. Les dates, les personnages, les lieux et les mots de vocabulaire à connaître sur le bout des doigts. Si vous maîtrisez ça, vous êtes au top. N'hésitez pas à faire une petite pause pour bien noter tout ça, c'est cadeau. Et voilà, on peut enfin répondre à notre grande question du début. Cette civilisation de l'islam, née au 7e siècle, ce n'était pas juste une nouvelle religion. C'était une civilisation brillante, avec des villes immenses, un commerce très développé et surtout un carrefour intellectuel et scientifique majeur pour le monde entier à cette époque. Et pour terminer, je vous laisse avec une question pour réfléchir un peu. Tous ces contacts, ces guerres, mais aussi tous ces échanges d'idées, de sciences, de cultures qui datent de plus de 1000 ans, à votre avis, est-ce que ça a encore une influence sur notre monde aujourd'hui? Je vous laisse y penser. La réponse pourrait bien vous surprendre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce voyage dans le temps vous a plu. Si c'est le cas et si vous avez appris plein de choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines aventures historiques. Allez, salut à tous et à très bientôt!